Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du jeudi 19 décembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 101 000 $ et un Ether qui repasse très largement sur les 3008 puisqu'on est à 3660 ce matin. Donc l'intégralité de ce top 10 malheureusement recule dans des proportions assez conséquentes, entre moins 5 et moins 10%, si c'est pas plus du côté des altcoins à partir du moment où on s'éloigne comme ça de ce top 50. Je vous propose au travers de cette émission de décrypter ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, mais surtout de nous projeter sur 2025, sur les expectatives du marché par rapport à ce qui est en train d'être pricé et quelque part à la disparité qui pourrait se trouver sur ce premier trimestre 2025 entre beaucoup d'attentes qui ont été très largement pricées souvent à la hausse sur le marché traditionnel mais aussi sur le marché crypto et qui aura tendance peut-être à nous plonger dans un peu plus de volatilité en tout cas. Là pour l'instant, voilà, c'est du moins 5, moins 10, ça reste gentillet, mais on sait à quel point le marché crypto peut avoir tendance à nous tester sur nos appuis. Et à ce compte-là, donc en 24 heures, on est passé de plus de 108 000 $ à de nouveau sous les 100 000, puisqu'on est venu ici même sous les 99 000. Pour le moment, voilà, on est en train d'essayer de raccrocher le wagon des 100 000 et on voit qu'on a eu un flush du côté des Open Interest. Mais c'est vrai que l'action de 4 heures, je ne sais plus combien de centaines de millions on a liquidé à nouveau. Hier, on était déjà à 300 millions hier soir. Mais à chaque fois, les mouvements en levier se font complètement pulvériser. Le Crypto Fear and Greed est de retour dans le grid simple et plus dans l'extrême euphorie. Donc c'est un indicateur qui est largement basé aussi sur le RSI ou d'autres signaux techniques. Donc à chaque fois qu'il y a un flush, bien entendu que cet indicateur également a tendance à repartir dans le sens opposé. De même que quand on a tout qui est en surchauffe, voilà, on reste quelque temps en extrême euphorie. En tout cas, c'est intéressant de voir que malgré ce qu'il s'est passé hier, et j'y viens dans un instant par rapport au SP500, au Nasdaq, etc., on a quand même un BTC qui, oui, a de la volatilité, mais a essayé de tenir ces fameux 100 000 $ en termes de support. Donc, c'est pas si dégueu que ça en a l'air, mais bien entendu, il faudra se prémunir d'avoir un repassage, entre guillemets, sous les 100 000 qui nous conduirait dans un premier temps autour de 94-95 et ensuite, voilà, une correction un peu plus profonde avec un fameux jour des 4 sorcières. Alors, je vous l'ai affiché aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé hier, c'est le 3e vendredi des mois de mars, juin, septembre et décembre. Et durant cette journée, donc, 4 types de produits dérivés expirent simultanément. Les options sur indice boursier, les contrats à terme, les fameux futurs, les options sur les actions et les contrats à terme sur les actions. Donc, ça fait un gros bloc, en fait, qui tombe pour la dernière fois de l'année puisque on va clôturer à la fois le mois, le trimestre, le semestre et l'année pour le coup. Et pour le marché crypto, depuis 2018, on a, fin de 2017, c'est ce qui avait déclenché le top de 2017, on a les futurs et qui peuvent courir jusqu'à une année voire 2 années pour les plus gros contrats. Donc on a clairement un truc qui aujourd'hui va trouver son terme dès demain et pourrait nous permettre voilà, d'entamer le début 2025 sur on va dire un marché qui s'est reset. Et d'un autre côté, comme vous le savez, on a désormais des promesses qui vont être ou non tenues et qui devront là aussi séduire le marché, mais j'y viens dans un instant. On a malgré tout eu avec Whale Panda des inflows qui ont continué hier du côté de BlackRock avec 360 millions. Donc que ça soit du côté d'Ether ou de BTC, c'est pas le méga dump qui a créé la panique, en tout cas pas du côté des Bitcoin holders des ETF. On a le sell pressure par contre des long term holders avec James Van Straten qui crève la stratosphère négative, c'est-à-dire beaucoup de ventes des participants qui détiennent des bitcoins au très long terme. Et par rapport à cet indicateur, vous pouvez le recouper également avec le MVRV, un truc dans ce style score. Je pense que c'est un indicateur qui vous parle, on en a déjà parlé un bon nombre de fois sur la chaîne et qui nous permet de regarder en fait en termes du ratio de capitalisation par rapport à ce qui est dépensé en fonction du cours, là où nous nous en trouvons. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que sur cet indicateur, on n'est pas sur un point de surchauffe, mais par contre, on voit depuis pas mal de temps que les whales, et notamment ceux qui ont acheté entre 15 et 30 000 $, sont tout à fait prompts et très contents de prendre des profits avec un BTC au-dessus de 100 000 $, bien entendu. Donc c'est en train de s'accélérer. J'espère pour nous, bien entendu, que sur un mois roulant, on va pas continuer la descente à das, mais pour le moment, on a quand même beaucoup de questionnements, et notamment par rapport à la déclaration de Jérôme Powell hier, et j'y viens également dans un instant. Par rapport à la Fed, avec Alexandre Baradez, donc désormais moins de baisse de taux en 2024.
2025 et 2026 puisqu'on n'anticipe plus que 2 baisses de taux pour 2025, ce qui conduirait donc un taux à 3,9 par rapport à 3,4 escompté en septembre. Et ça se projette même jusqu'en 2026 avec un taux donc qui atteindrait les 3,4 par rapport à 2,9 et là aussi 2 baisses de taux en moins. Comment peut-on traduire le fait d'avoir moins de baisse de taux? Eh bien tout simplement les crédits qui sont moins attractifs, moins de consommation des ménages et quand on sait à quel point du côté des États-Unis ils vivent à crédit pour tout et n'importe quoi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et hier il y avait une personne qui qualifiait ça même de indirectement comme si c'était un tightening qui continuait pendant 1 an ou 2 du côté de la Fed. Alors on l'a vu, la liquidité malgré tout au niveau du money supply US est en hausse depuis pas mal de temps, mais je vous l'avais montré il y a 2-3 émissions de ça, on est en train d'arriver sur une zone dure qui là aussi avait un peu fait travailler le cours pendant pas mal de temps, le tout avec un dollar qui nous a fait aussi un beau rebond suite à tout ça, les taux des bonds également, donc voilà, on a un signal entre guillemets qui est envoyé au marché où petit à petit on est plutôt en train de se rendre compte que ça pourrait être la stagflation pour 2025 pour les États-Unis et pas la méga croissance, et ça va dans le sens des alertes que nous poussaient les superbanques américaines il y a quelques jours avec des Goldman Sachs et compagnie qui nous prévoyaient une croissance plutôt de 1 à 3% pour le SP500 tandis que là on a fait une année à 30%. Donc vous voyez un peu la dissonance par rapport à l'année de zinzin qu'on a eu en 2024 et ce qui pourrait advenir dans les prochaines années. Alexandre Stachenko qui nous confirmait que le Bitcoin n'aura plus cours légal au Salvador, donc ils ont plié, l'État doit arrêter Chivo, le fameux wallet, les taxes et les achats BTC et durcir la régulation. Le FMI a donc réussi son chantage scandaleux avec un pays dont il reconnaît pourtant les performances remarquables. Donc il y avait, je ne sais plus combien d'argent sur la table par rapport au deal du FMI, mais on voit que malheureusement, peut-être que c'est que temporaire, que le président du Salvador a besoin d'aller dans ce sens-là pour ensuite pouvoir faire absolument ce qu'il veut, mais on sent que bon, là aussi le vent est en train de tourner. Après, c'est pas le Salvador qui fait le marché crypto, mais ça envoie un signal de plus que même les believers, entre guillemets, ceux qui avaient essayé vraiment de mettre le Bitcoin sur le devant de la scène, ont à la fin toujours un peu des comptes à rendre par rapport à l'état profond, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais en tout cas, même d'un point de vue étatique et d'un président qui a l'air de faire un peu ce qu'il veut, en tout cas sur le papier, et j'y viens également dans un instant par rapport à Donald Trump, parce que ça va être toute la problématique à laquelle on va être confronté sur le premier trimestre 2025, eh bien ils ne font pas absolument tout ce qu'ils veulent, vous vous en doutez bien, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte par rapport à la gestion d'un pays et la façon même législative, parlementaire et bon nombre d'autres pouvoirs et contre-pouvoirs sur lesquels sont basés pas mal de démocraties. La fameuse tyrolienne dont je vous parlais depuis pas mal de temps pour le SP500 est arrivée malheureusement à son terme, mais on en parlait encore dans l'émission d'hier, donc au final on n'aura pas eu à attendre si longtemps que ça. Et donc par rapport à la Fed qui hier a déclaré au travers de Jérôme Powell qu'ils ne comptaient pas ajouter de Bitcoin à leurs réserves eux par rapport à la Fed et que ça ne serait dans tous les cas pas eux qui allaient faire changer la loi par rapport à ça. Donc bien que cette fameuse Fed ne soit pas directement concernée par la mise en place ou gestion d'une réserve stratégique en Bitcoin, en réalité cela relève du département du Trésor, elle aura malgré tout un rôle consultatif crucial. Le premier point, c'est l'évaluation des implications monétaires et financières avec un impact sur le dollar et son image auprès de la population. Donc on a un dollar aujourd'hui qui est très fort comme vous le voyez. Identifier les risques systémiques. Est-ce que le Bitcoin, comme l'avait dit le FMI, peut, s'il devient beaucoup trop grand dans le grand océan de la finance traditionnelle, le déstabiliser, et au sujet donc de la fameuse stabilité économique globale. Et le troisième point, la coordination avec d'autres agences pour réguler l'utilisation du BTC par le gouvernement, sachant qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est la CFTC qui s'y colle avec tout ce qui est commodité, et c'est certainement ce qui avait permis le Bitcoin de passer de 100 000 à 104 et puis à 108. On avait Jérôme Powell, toujours, qui au cours d'une interview hors de son champ, entre guillemets, habituel, c'est-à-dire le fameux FOMC ou des réunions comme ça, très officielles, où il pèse chacun des mots qui sortent de sa bouche,
on avait eu donc cette fameuse phrase où il disait qu'aujourd'hui le Bitcoin était plutôt à considérer comme de l'or, à équivalence entre guillemets, pour dire que ben voilà, c'est une commodité, c'est une matière qui peut être échangée exactement comme l'or le fait, sauf que là on part sur le côté numérique. Bien entendu, tous les crypto-bros se sont dit ça y est, Powell nous valide, TKT, on va to the moon, et vous voyez en général ce qui se passe derrière. Donc la Fed reste malgré tout un incontournable dans le processus décisionnel qui implique des changements profonds dans la stratégie économique et financière des États-Unis, et à prendre également en compte que Donald Trump devra convaincre tout un système de le suivre, puisque le président des États-Unis, aussi puissant soit-il, n'a pas les pleins pouvoirs, et cela induit un temps bureaucratique, législatif, parlementaire, qui est beaucoup plus long que celui des espoirs spéculatifs court terme. Donc vraiment attention à ce que début 2025, on n'ait pas voilà, ce choc un peu entre les attentes d'un marché qui a vraiment pricé très très agressivement potentiellement cette réserve, cette approbation, ces vannes grandes ouvertes. Et de nouveau, je revois des gens parler de Bitcoin 200, 300, 400, 500K. Peut-être qu'un jour ça arrivera si vraiment on avait les États-Unis qui validaient une réserve, une telle réserve, et que derrière on avait les GAFAM qui s'engouffraient dans la brèche. Mais jusque-là, si déjà on voit Bitcoin 120, 150K sur 2025, ça sera extraordinaire à mon sens. Après, j'ai peut-être des rêves qui ne sont pas assez grands, mais aujourd'hui ça me sauve de bon nombre de situations un peu désastreuses comme celle qu'on a connue là sur les dernières 24 heures, avec le SP500 qui a effacé, accrochez-vous bien, plus de 1500 milliards en chutant de 3% et avec une chute qui était similaire, en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis mars 2020 au moment du crack Covid. Le tout avec un VIX qui est l'indice de la peur et de la volatilité qui a rebondi de 75% en séance, ou voire même un peu après la séance. Donc je ne sais pas ce qui se trame exactement sur cette clôture, on va dire annuelle par rapport aux États-Unis, mais en tout cas nous du côté du marché crypto, on l'a aussi senti passer, puisque en quelques minutes, voilà, une heure de temps, il y a eu 310 millions de liquidations, et comme d'hab, dès qu'on a des mouvements un peu plus importants, malheureusement, on a ce marché crypto qui lui n'a pas de coupe-circuit, comme sur la bourse traditionnelle, et qui a tendance à vachement subir. Et on avait également Arthur Hayes, donc le fondateur de BitMEX, qui avait fait un long laïus. Alors là, c'était juste quelques lignes qui sont extraites de son dernier Substack. J'ai scrollé l'intégralité de ce qu'il a dit par rapport à la macro sur son dernier post. C'est très très long, c'est très dense, mais ça reste intéressant. Ceci étant, c'est une personne qui, comme vous tous, comme vous et moi, une fois sur deux se trompe, mais il a une vision macro qui est quand même vachement intéressante. Et bon, on ne peut pas dire que c'est pas quelqu'un qui en a dans la tronche, mais quand il s'agit du marché crypto, il a tendance à un peu allier ses rêves pour des réalités, un peu comme bon nombre d'entre nous au final. Mais voilà, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Ceci étant dit, c'est vraiment la thèse que je vous ai défendue depuis plusieurs semaines et qui est une thèse extrêmement basique mais qui fait sens. Est-ce que le marché ne va pas être déçu, et notamment d'ici l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, quant aux expectatives qu'il a face à cette fameuse réserve? Et c'est toute la question, ça va être l'ombre qui va planer pendant un mois avec voilà, une période de fin d'année, comme vous le savez, qui peut être extrêmement volatile. On terminera au niveau des infos avec les long-term holders sur Ether qui continuent d'accumuler doucement mais sûrement. Donc on a 110 millions qui sont entre leurs mains. Après, j'ai vu également pas mal de chiffres passer de ce côté-là, qu'on a malgré tout des très très grosses entités du côté d'Ether qui en détiennent un bon nombre. À voir s'ils comptent Lido là-dedans, puisque comme d'habitude c'est un peu aussi un faux débat en disant que tous les Ethers sont dans les mêmes mains, ce qui peut être vrai par rapport à Lido. Mais quand on regarde dans les détails ce qui se passe du côté de Lido, c'est des milliers, des dizaines de milliers de holders différents et de participants au réseau. Donc est-ce que on peut qualifier ça de centralisé et d'une seule whale entre guillemets quand on parle de Lido? Je ne pense pas, mais voilà, il faut comme d'habitude recouper pas mal de data. Donc comme vous l'aurez compris, à court terme, on est testé sur les convictions et sur un marché qui se pose la question de si, une fois de plus, il n'est pas parti trop vite et trop fort, avec les leviers to the moon, les bitcoins 200 000, 300 000. Et au final, on voit qu'on risque de passer la fin d'année 2024 plutôt un peu dans le rouge ou dans le tumulte. Et à ce compte-là, on pourrait backtester du côté du crypto total la zone des 3000 milliards tout rond que constitue l'ancienne ATH. Si jamais ça se gâte un peu, on voit que le momentum est en train de faiblir au niveau du MACD. Le RSI est tout juste au-dessus de la zone de surachat. Voilà, c'est le bon endroit, le bon moment, on va dire, pour
poser les choses, reset le marché et à entamer 2025 sur une bonne dynamique, en tout cas je l'espère, qui pourrait perdurer si à minima Donald Trump ne dit rien. À partir du moment où il se sera exprimé, le marché saura ce que compte faire l'administration de Trump et là il sera trop tard bien entendu pour réagir, que ça soit en positif ou en négatif. 1440 milliards pour le Crypto Total 2, on n'a même pas réussi à venir chercher la TH pour celui incluant Ether, donc ça reste dégradé et on pourrait venir s'appuyer dans un premier temps autour de la zone des 1270 milliards. Le Crypto Total 3 qui lui exclut Ether est venu chercher son ATH, a buté dessus et est en train de se construire sur le premier palier des 915. On est juste sous les 1000 aujourd'hui et on pourrait venir visiter légèrement plus bas si jamais ça déraille, 845 et le support autour de 770 avec la moyenne mobile 20 qui est en train de monter, suivi de la moyenne mobile 50. Donc le véritable gros support aujourd'hui, il est autour de 670 milliards pour les alts et si vraiment ça se gâtait, qu'on avait un Bitcoin qui repartait en direction des 90, des 85, etc., les alts reprendraient basiquement un moins de 30% au niveau de leur capitalisation. Donc c'est pas la mer à boire après ce qu'on s'est déjà traversé, mais c'est clair que ça fait pas plaisir de constater que ce cycle vraiment est placé sous l'égide d'un Bitcoin très fort et on voit que ça soit en volatilité positive ou négative, systématiquement on a tendance à avoir la dominance qui remonte en fonction de cette même volatilité sur Bitcoin. Donc 58.2 aujourd'hui, est-ce qu'on réintègre le canal? Est-ce qu'on va chercher le haut du canal à 65% de dominance? En tout cas, voilà, on avait eu un aperçu de ce que pouvait être quelques pourcents déversés du côté des altcoins, mais pour l'instant, toujours pas d'alt season et toujours pas de force sur ETH BTC, bien que il essaie malgré tout de se raccrocher aux branches, on va voir ça dans un instant, mais ça reste encore voilà, très compliqué. Donc là, à court terme, on aimerait ne pas perdre en hebdo les 95-96, sinon ça risque de se gâter. Et aujourd'hui, on a la moyenne mobile 20 hebdo qui est autour de 75 000, la fameuse zone de sortie de la contraction qu'on avait eue ici précédemment dans un petit bull flag. Donc je vous le redessine rapidement comme ça à la hâte, mais on avait un truc qui a consolidé pendant 7 ou 8 mois et qui nous a permis de connaître le grand mouvement haussier qu'on a eu depuis les 75 000 en direction des 100 000 $ et plus, avec aujourd'hui un ATH au-dessus de 108 000. Ether 3676 a buté lui sur le point haut du printemps des 4050. On continue, comme je vous le disais la dernière fois, peut-être on va faire une tête-épaule inversée ici, avec un retour qui serait parfait autour de la moyenne mobile 50, hebdo éventuellement autour de 3080 et la moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui alignée juste en dessous entre 2009 et 3000. Donc ça serait vraiment une zone où personnellement peut-être je remettrai une dernière petite cartouche à mon levier sur Ether via la DeFi. Là aussi j'ai expliqué plusieurs fois comment on fait notamment sur AAV avec un dépôt de l'actif qu'on souhaite conserver si on pense qu'il va s'apprécier dans le temps et un emprunt stablecoin pour racheter un tout petit peu plus d'actifs primaires donc qui lui reste volatile. Après ça reste un levier, ça reste risqué, donc bien entendu c'est pour des utilisateurs un peu plus avancés et un Ether BTC donc qui pour l'instant a buté sur les 0.04. Là aussi est-ce qu'on arrive à matérialiser quelque chose qui pourrait s'apparenter par la suite à un semblant de W? Est-ce qu'on peut faire un W, un truc larvé comme ça en Adam et Ève? Bon, ça va prendre encore un peu de temps. La bonne nouvelle pour nous, c'est que historiquement, les bottoms ETH BTC sont posés entre décembre et le premier trimestre de l'année suivant le halving. Donc là, on est dans les clous de ce que a toujours fait le marché, mais malgré tout, je vous l'ai répété en nombre incalculable aussi 2 fois, et c'est là où vous me détestez en général et que j'ai dû perdre bon nombre de personnes en cours de route sur la chaîne de CM à force de vous marteler ça. L'alt season ne nous est pas due et on est sur un cycle typiquement qui n'est pas un cycle à altcoin, qui n'est pas un cycle à retail, et je peux comprendre que toutes les personnes qui n'ont pas de Bitcoin aujourd'hui en portefeuille se rongent le sang à se dire quand est-ce que ça va être notre tour de faire des gros multiples du côté des alts, et malgré tout quand on regarde sur les alts porteurs, il y a déjà eu des fois 3, des fois 5, parfois des fois 10 qui ont été réalisés, donc ne pensez pas que systématiquement les performances passées vont se reproduire dans le futur. J'espère comme vous tous qu'un jour on va revoir un ETH fort face à Bitcoin, que ça déclenchera une alt season des enfers et que tout ira bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, on est quand même, si on regarde ce qui est en train factuellement de se dérouler sur ce cycle, malheureusement pas sur un cycle en tout
tout cas jusqu'ici, qui se prête à avoir des grands rêves du côté des altcoins. Les indices et commodités, donc le Nasdaq qui recule de moins 3,60, il y a un petit support intermédiaire autour de 21 000 et ensuite on retestera ici 20 500-600 avec la moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui à 20 200, le SP500 qui recule de 3%. On est malgré tout toujours dans le grand biseau, on l'a pas cassé, on a la moyenne mobile 20 juste en dessous à 5 777. Donc à voir si on est dans le début d'une cassure un peu plus macro. On a le RSI qui est toujours pas trop mal orienté ici dans sa contraction et la cassure elle s'acterait à partir du moment où voilà, on commence à revenir moyenne mobile 50 à 5430 points. On a un support autour de 5269. On descend d'un étage plus bas à 4950 avec la moyenne mobile 100 qui est aujourd'hui à 4880. Support des 4800 de sortie et la moyenne mobile 200 qui est pas très loin de venir chercher les 4600 points avec de nouveau un support. Donc tout ça c'est des étages entre guillemets d'ascenseur qui vous démontrent petit à petit au fur et à mesure des moyennes mobiles qu'on irait choper l'état de dégradation par rapport aux États-Unis. Pour l'instant, c'est juste un gros éternuement de fin d'année, c'est pas la catastrophe, mais c'est quelque chose à vraiment surveiller de notre côté puisque ça pourra conditionner bon nombre de choses du côté du marché crypto. Le CW8 d'Amundi qui a malgré tout clôturé légèrement dans le vert à 0,20, donc on voit que malgré la pondération très forte des États-Unis dans l'indice monde, eh bien ça ne fait pas tout. Et le DXY, le dollar 108, a breaké la zone de range à la hausse. Ça va clairement pas faire nos affaires, en tout cas à court terme. Ceci étant dit, le RSI est relativement haut, donc je pense pas qu'on ait un upside complètement dégénéré pour le DXY, mais à court terme, voilà, c'est la fameuse zone de turbulence dont on parlait depuis quelques temps, et je suis pas mécontent qu'elle se matérialise au bon endroit au bon moment. Le gold qui a lâché aussi un peu du mou mais qui a clôturé en positif de quasi 1%, il se bataille avec la moyenne mobile 20 hebdo, donc pour l'instant ça tient, mais c'est pas non plus une action de prix qui est extraordinaire. On est dans un petit flag, donc normalement on est censé en sortir à la hausse quand on est dans une phase de hausse continue. Là, le souci, c'est qu'on a cassé la parabole à la baisse. Donc, est-ce qu'on descend encore d'un étage autour de 2400 $ l'once pour le gold ou est-ce qu'on relance? Et là, à ce compte-là, il faudra repasser au-dessus des 2675 $. Et on clôturera donc avec le VIX qui nous a fait un to the moon, bougie qui est passée de 14% à 28%, ce qui démontre une tension vraiment énorme là à court terme pour le marché américain. Et il va falloir observer d'ici déjà la clôture de cette semaine si on arrive un peu à renverser la vapeur ou si on casse du côté du SP500 et du Nasdaq une dynamique qui est quand même une dynamique moyen-long terme malgré tout, ce qui voudrait dire que l'année 2025 s'ouvrirait pas comme on le souhaitait en tout cas, ou pour l'instant c'était juste un petit mouvement on va dire d'ajustement par rapport à ce qu'a déclaré Jérôme Powell, tout en ayant bien en tête que pour le court moyen terme c'était le scénario un peu pessimiste malgré la baisse de taux de 0,25% d'avoir une projection que de 2 baisses de taux supplémentaires pour 2025 et il se projette en plus jusqu'à 2026. Donc ça laisse très largement le temps au marché d'anticiper et de se préparer à la fameuse stagflation, à ne pas avoir la croissance qui était escomptée, à avoir les boîtes et notamment les supersets, les GAFAM qui sont repricés à la baisse et tout ça au final, et comme je l'ai souvent qualifié aussi au cycle précédent quand on était en turbo bull run, on est tous à la table, on n'arrête pas de manger, on se goinfre, on sent pas encore arriver l'indigestion et puis quand elle arrive, eh bien on tombe malade, on finit toute une journée ou toute une semaine sur les WC, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin et une fois que tout ça est purgé et que le mal de ventre est derrière, eh bien on a un marché qui est assaini et quelque part c'est exactement ce qui se passe systématiquement sur les marchés depuis qu'ils existent. Donc voilà, hormis ces considérations gastro-entérologiques, j'espère que cette émission vous aura apporté un peu de profondeur par rapport à ce qui est en train de se dérouler. N'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire et en toute humilité, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais vraiment une émission sur laquelle je souhaitais tomber en termes de contenu comme ça, un peu macro par rapport à ce qui est en train de se dérouler, lié directement de près ou de loin à la crypto, ça serait cette émission de CM où j'essaie au quotidien de vous apporter à la fois le meilleur de moi-même par rapport à bientôt 6 ans de retour d'expérience en continu et tout en ayant un point de vue qui a drastiquement changé par rapport à 2021 qui était mon premier cycle véritable de bull run et en tant qu'investisseur et en tant que média. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, bien entendu que le ton est beaucoup plus posé, beaucoup plus
plus couler, et je pense que c'est ce qui nous permet de maintenir vraiment la direction de notre cap par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, sans nous faire désarçonner, sans sauter sur tous les alts, sans sauter sur les mines Terra Luna, FTX, et je pense qu'aujourd'hui le bateau est plutôt bien mené. Je vous souhaite une excellente journée, et pour ma part je vous retrouve ce week-end. Ciao ciao.